Christophe. Déjà, bonsoir à tous. Merci de me recevoir. Je suis très honorée. Donc, je m'appelle Lorraine Danet, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur récidiviste puisque j'en suis à ma deuxième start-up. J'ai commencé mon parcours en finance et notamment gestion de patrimoine chez Natixis où j'ai travaillé pendant 3 ans avant de me lancer en 2017 dans ma première aventure entrepreneuriale qui n'était pas vraiment une fintech, mais on était dans le marché immobilier puisqu'on avait créé une application qui permettait aux jeunes actifs et aux étudiants de trouver des colocataires par affinité et des colocations et des appartements en logement étudiant, donc plutôt une marketplace de logement, donc ce qu'on appelle PropTech. Et à la suite de quoi, donc on a arrêté cette aventure qui a duré 5 ans, avec plus de 400 000 utilisateurs, et on en parlera tout à l'heure, mais une issue qui aurait pu être plus positive, mais qui malheureusement a été un échec, qui a permis de rebondir avec passion sur mon deuxième projet, qui s'appelle Blocks, et dont on va parler également, qui est une plateforme qui permet aux particuliers d'investir des 100 euros dans des projets immobiliers commerciaux, donc des murs de commerce, restaurants, hôtels, etc. Et de vraiment démocratiser l'investissement en immobilier commercial. Donc une plateforme en ligne que j'ai lancée maintenant il y a 1 an avec 3 de mes associés professionnels de l'immobilier et de la tech dont on va parler. Super, merci beaucoup. Et à quel âge, du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Je me suis lancée à 26 ans, tout juste. Ouais. Et avant ça, tu étais chez Natixis, c'est bien ça? Exactement. J'ai commencé mon parcours dès la fin de mes études où j'ai fait des études de finance à Dauphine et j'ai sauté tout de suite dans le bain Natixis où j'avais fait mes premiers stages et mes premières armes en banque privée. Et effectivement, j'ai commencé assez jeune et j'ai quitté la banque à 26 ans pour pas mal de raisons dont on va parler. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Parce que chez Natixis, tu avais une situation plutôt confortable. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce que du coup, tu as pris le risque de quitter Natixis pour te tourner justement vers l'entrepreneuriat. Oui, alors je pense que j'avais toujours eu un petit peu cette flamme de l'entrepreneuriat en moi. J'ai un ADN familial avec un père déjà entrepreneur dans le monde immobilier, une mère profession libérale et avec une culture de l'indépendance assez forte dans la famille. Donc c'est vrai que quelque part, je m'étais lancée dans cette voie avec les études qu'il fallait pour m'assurer une carrière plutôt stable et faire mes premières armes dans un environnement dans lequel j'allais pouvoir apprendre, développer mon réseau, etc. Et j'avais quand même, dès que je suis rentrée chez Natixis, la petite idée en moi de me dire peut-être que le jour où je vais avoir l'envie et la bonne idée, je pense que je ne passerai pas toute ma carrière en banque et j'évoluerai sur d'autres choses. Donc il y a à la fois cet ADN entrepreneurial et l'envie. Je pense que c'est une équation qui est double. Il y a d'abord l'envie et après il y a le courage de le faire. Il faut le faire. Et c'est pas évident effectivement au bout de 3 ans de quitter un job en CDI où on gravise les échelons, où en plus j'avais des très bons rapports avec mes collègues, j'apprenais énormément de choses. Et le fait de sauter le pas vraiment et de le faire. Et ce qui m'a poussée à sauter ce pas, c'est à la fois le fait, je pense que certains de mes clients m'ont beaucoup inspiré. Mon métier, c'était de conseiller principalement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui arrivaient en phase de cession de leurs entreprises. Donc, on les accompagnait sur la gestion financière, l'organisation patrimoniale qui en découlait. Et d'un côté, j'avais des gens en face de moi qui m'inspiraient avec leur passion, qui me racontaient leur parcours. Et moi, je me disais, je rentrais à chaque fois un peu avec cette petite frustration de me dire, je ne suis peut-être pas à la bonne place. Moi aussi, j'aimerais bien tenter l'aventure, un de ces 4. Et puis, le hasard a fait qu'à ce moment-là, je rencontrais un sujet en colocation moi-même avec ma coloc. Ça ne se passait pas extrêmement bien. Et de là est partie cette idée de créer un Tinder de la coloc, pour le faire très basiquement, où on s'est dit, finalement, avec mon meilleur ami qui, lui, avait vécu à Londres et expérimenté beaucoup de galères de logement, on s'est retrouvés tous les deux à se dire, finalement,
ce qui existe aujourd'hui comme plateforme, c'est très limité en termes de parcours utilisateur. Il y a pas suffisamment. Il y a des pages jaunes digitales où on trouve des annonces immobilières et puis finalement on se retrouve voilà, à devoir trouver un appartement qui est déjà un parcours du combattant. Et quand on doit le partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est en plus des sujets d'affinité, etc. De là est née cette idée de créer au sein d'une même application un dispositif un peu comme une app de rencontre où on peut rencontrer des colocataires compatibles en fonction de ses affinités et des appartements dans lesquels on peut vivre ensemble. Et j'ai tout de suite été prise un peu de passion par cette idée-là. On a travaillé avec mon meilleur ami, on va dire 3 mois, et l'envie, la flamme est montée. J'arrivais en réunion le matin, je me disais, vraiment, je n'y arrive plus. Il faut que je saute dans l'aventure. Et de là, voilà, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par mon manager. Les choses se sont très très bien passées avec mon équipe à l'époque, Natixis. Mon manager a même investi dans ma boîte ensuite. Et certains de mes clients m'ont suivi également en tant qu'investisseur. Donc la belle histoire a continué. Aujourd'hui, j'ai encore des très très bonnes relations avec eux. Donc voilà un peu le cheminement qui m'a mené. Ok, super. Et du coup, ton expérience, elle s'est basée aussi principalement sur les rencontres que tu as pu faire. Donc tu parlais de ton meilleur ami, tu parlais de tes parents, de ton client. Donc c'est à partir de cet environnement-là que tu t'es dit, ok, maintenant, je pense être bien entouré, je pense pouvoir me lancer, je prends le risque d'arrêter mon carrière de salarié pour me tourner justement vers le statut d'entrepreneur. Ouais, exactement. Je pense que il y a le fait de se dire, voilà, l'entourage et les inspirations comptent beaucoup. Et il y a aussi le fait je pense qu'il y a une forme de naïveté. Hein. J'avais 26 ans, donc tu vas tout feu, tout flamme et tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais tu te dis que finalement, au pire des cas, ça te fera une expérience. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et quand on a une vie et quand on se réveille, et c'est vrai que je parlais à certains de mes collègues qui me disaient je regrette de pas m'avoir. Enfin, j'avais cette idée-là un jour, et puis il y a 10 ans, j'ai laissé derrière moi, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Et en entendant ça, je me suis dit non, en fait, quel que soit l'âge, si on a envie de s'écouter et d'y aller, au pire, ça ne marchera pas, mais on aura toujours appris quelque chose. Et c'est vrai qu'en lisant beaucoup de bouquins et en m'inspirant de beaucoup de grands entrepreneurs dans des podcasts, etc., je me suis dit, c'est vrai, ils n'ont pas tous réussi du premier coup. Donc bien sûr qu'on y croit et qu'on a envie de réussir, mais dans tous les cas, il faut prendre les choses petit à petit, bout par bout, et si jamais la route entrepreneuriale est tellement riche, on apprend tellement de choses sans savoir. Moi, je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat. J'avais une formation de financière et un peu en droit aussi avant, mais j'avais aucune connaissance tech, donc je me suis dit je vais lancer une application sans connaître le monde de la tech. Il fallait être un peu culotté quand même, mais je pense qu'il faut s'écouter et se dire que dans le pire des cas, on a appris des choses et on ne regrettera pas. Et moi, c'est vraiment ma philosophie. Je me dis je ne veux pas me réveiller un jour et regretter de ne pas l'avoir fait, quitte à ce que ça plante, au moins je rebondirai sur autre chose. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a un peu déculpabilisé de ce grand jump dans l'inconnu, quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de Woomiz. Effectivement, tu parlais du coup de ta coloc avec qui tu t'entendais pas forcément. Est-ce que c'est à partir de cette idée-là, tu t'es dit, ok, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose? Parce qu'en fait, Woomiz, c'est pas juste une application de colocation, c'est je recherche mon bien et je recherche aussi le colocataire idéal. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé? Quelle a été l'inspiration derrière la création de Woomiz et ce qui l'a rendu si unique sur le marché? C'est l'expérience vécue, en fait. Je pense qu'il y a la mienne, il y a celle de mes amis, tous les étudiants et qui ont voyagé, etc. Dans toutes les grandes villes du monde, on se dit il y a des galères de logement. Et en plus, c'est compliqué de rencontrer les bonnes personnes et de former des bonnes colocs, parce qu'il faut, quand même, quand on partage le même toit, c'est comme en couple. Il faut qu'il y ait des alignements de valeurs et de respect mutuel qui se fassent. Et c'est vrai qu'en creusant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment rien qui n'existe. Il n'y avait aucune application qui existait sur ce segment-là, que le marché était en pleine explosion aussi aux États-Unis. Il y avait quelques solutions un peu plus innovantes déjà à l'époque. Et
Et donc, on a identifié cette problématique et on s'est dit, bah, il y a quand même quelque chose à faire à partir du moment où nous-mêmes l'avons vécu et que tout autour de nous, on se rend compte que les gens, effectivement, ont expérimenté cette problématique. Bah, souvent, on dit que l'entrepreneuriat, ça part soit d'un problème qu'on a expérimenté et voilà, que beaucoup de personnes rencontrent aussi autour de nous, soit d'inspiration, enfin de choses qui marchent mais qui peuvent être optimisées dans son expérience de travail, etc. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont lancé des solutions qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais qui améliorent l'expérience existante. Et donc, effectivement, souvent, ça part de ses propres frustrations à l'usage. Et donc, de là naît et germe la volonté de créer quelque chose de différent. Alors du coup, Lorraine, effectivement, on l'a souvent constaté pour ceux qui ont fait l'expérience, les colloques, ça se passe souvent pas très bien. Ouais. Là, tu es arrivé avec un outil génial, révolutionnaire. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans la technique, du coup, l'algorithme à proprement parler. Comment moi, utilisateur, je vais pouvoir m'appuyer sur cet outil pour trouver le colocataire idéal. Alors, on l'a beaucoup testé. Ça a été un gros process de création, de créativité, de création, en se disant, quels sont, en fait, on va catégoriser ce qui nous paraît important, donc en termes de mode de vie, de traits de caractère. En fait, on avait construit un algorithme qui reposait sur, je dirais, plus d'une centaine de critères liés à son régime alimentaire, sa personnalité. Je ne sais pas si on est végétarien, on n'a pas envie forcément d'ouvrir son frigo et d'avoir de la viande dedans. Il y a des gens pour qui c'est juste inimaginable en fait. Et donc il y a des choses bêtes de la vie, quotidienne, mais le régime alimentaire en fait partie, la personnalité. Quelqu'un de très maniaque ne va pas forcément avoir envie d'être avec des gens bordéliques, etc. Donc on avait pondéré tous ces systèmes personnalité, mode de vie, évidemment. L'hygiène aussi. Hygiène, ouais, très important. Il y a des gens, ça compte beaucoup même. Ça compte beaucoup, ouais, exactement. Et donc, évidemment, il y avait aussi ces notions de durée, d'emménagement, de budget, parce que évidemment, on n'a pas tous les mêmes budgets, etc. Donc, on avait créé ce système qu'on a testé. On avait mis un peu de machine learning. On avait un CTO, donc un Chief Technical, un ingénieur chez nous, qui travaillait sur le développement de la technologie et qui avait créé ce modèle apprenant en fonction des usages aussi sur l'application, puisqu'on avait construit une communauté quand même de 400 000 utilisateurs. Et donc, le modèle s'améliorait en fonction des matchs qu'il y avait sur l'application. Et justement, sur ces matchs-là, j'imagine que ça a créé quand même de belles relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou bien professionnelles. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Écoute, on a eu un mariage de coloc ou mise. Et donc, on avait même été invités à un mariage. Alors, c'est vrai que le fait de créer un Tinder de la coloc, on a eu des soucis aussi quand même. On avait forcément des notions de sécurité où il fallait que le match, évidemment, soit réciproque, parce que sur les applications, sinon, ça pose problème. Et donc, on avait mis un peu des garde-fous. Mais non, globalement, on a créé des belles histoires d'amitié. On a eu un groupe de musique qui s'est créé avec des passionnés de musique. Et donc, on a créé une coloc de rockers. C'était assez drôle, ouais. Donc, on avait des belles histoires, mais malheureusement, c'est pas ça qui fait vivre une société. Alors justement, tu évoquais 400 000 utilisateurs au pic. Qu'est-ce qui, avec le recul, comment tu expliques le fait que ça s'est décliné Alors, on a eu beaucoup de sujets. Nous, on a créé ce modèle-là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un engouement à l'époque, où je parle en 2017, où le monde des startups, il y avait des biais, je dois dire, de levée de fonds, sur des modèles très B2C, où on pouvait lever des fonds sur une idée en se disant, comme les Américains, en fait, vont très vite et se disent que sur des modèles ce qu'on appelle de marketplace, il faut un volume critique avant de pouvoir le monétiser. Donc, on lève des fonds, on crée le volume et derrière, on verra plus tard pour monétiser. Donc, nous, on arrivait à ce moment-là en se disant, c'est un peu l'Eldorado, on peut lever des fonds, développer la tech, la communauté, etc. et la monétiser plus tard. Sauf qu'au moment où on est arrivé sur cette phase de monétisation, le Covid est arrivé. Et là, le marché s'est complètement arrêté, les gens ne déménageaient plus, etc. Et on s'est retrouvé à court de cash
comme toute boîte qui ne monétise pas, donc il n'y a pas de rentabilité. On est dépendant des financements externes. Et ça a été un passage un peu compliqué sur la monétisation, où on a dû repenser notre modèle pour aller voir, je dirais, les acteurs B2B, donc de résidences étudiantes, de résidences de co-living, etc., pour pouvoir leur proposer des modèles où on allait pouvoir monétiser via abonnement et prévoir leur envoyer du volume de locataires, remplir les résidences, etc. Donc on a changé un peu l'ADN de la société à ce moment-là pour trouver notre modèle économique. Et le modèle économique a été très très difficile à déployer. Le marché était très concurrentiel. Structurellement, c'est un marché où il y a très très peu de marge. La location en ligne, on capte un tout petit bout puisqu'on monétisait au moment de la conversion et donc de la location d'un logement. Donc c'était un modèle qui était très compliqué à déployer si on n'avait pas beaucoup de fonds pour aller faire du gros volume et s'assurer que les gens ne passent pas en dehors de la plateforme, comme sur Airbnb, où il y a une technologie qui est très, très forte en place pour permettre de garder les utilisateurs sur la plateforme. Sinon, les utilisateurs, quand il y a un frais de réservation, ils passent en dehors. Et nous, on a eu beaucoup de mal à canaliser ça sur la plateforme. Et malheureusement, on n'était pas suffisamment outillés, suffisamment financés aussi pour nous battre contre des plateformes comme Facebook où les gens passent en direct. Le marché est très, très concurrentiel sur des plateformes aussi gratuites. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper parce qu'on n'avait pas l'expérience à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup itéré. Et malheureusement, le modèle ne trouvant pas sa rentabilité, on s'est mis face à nos propres problématiques business et on a dû se rendre à l'évidence que le modèle ne fonctionnait pas tel quel et qu'on n'avait pas les moyens de le faire perpétrer, même si l'usage, effectivement, et continuait à... les étudiants avaient vraiment besoin de nos services. Malheureusement, très peu d'argent à dépenser et donc un modèle très très compliqué à viabiliser, on va dire, sur le long terme. Tu évoquais les étudiants, mais aujourd'hui on le voit de plus en plus, depuis 2-3 années avec le coût de la vie qui a extrêmement augmenté, l'inflation et les difficultés à se loger, notamment dans les grandes villes. Il y a de plus en plus de colocs, y compris chez les quadras et les quinquagénaires. C'est une nouveauté depuis quelques années. Ton appli, il aurait eu toute son importance maintenant. C'est exactement ça, mais c'est tout le sujet de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle le time to market. Et parfois, il y a des très bonnes idées qui se sont lancées trop tôt. Et effectivement, si on devait relancer aujourd'hui, et c'est là où c'est très riche aussi la route entrepreneuriale, c'est parce qu'on apprend des choses. Quand on est né dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Et avec le recul, maintenant que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que l'aventure s'est terminée, 1 an et demi, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on a du recul. Et on se dit effectivement, il y a des idées de temps en temps qui rencontrent leur marché au bon moment, d'autres qui sont un peu trop en amont, un peu trop en retard. Et c'est vrai qu'il y a toute une combinaison d'éléments dans l'entrepreneuriat qui font ou pas le succès d'une boîte, quelle que soit la nature de l'idée, qu'elle soit bonne ou non. En fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai qu'entrepreneur, si on peut appeler ça un métier très courageux, qui demande beaucoup d'humilité, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, bon allez, là on coupe la perte, on arrête tout? Alors, nous, on a dû se rendre à l'évidence puisque, évidemment, le modèle n'était pas rentable. Donc, à un moment donné, on peut couper les effectifs et ralentir la cadence pour essayer de trouver d'autres modèles et essayer de... Mais quand on l'a testé sur 2 ans et qu'on a pivoté, donc ce qu'on appelle vraiment essayer différents modèles, différents segments de clientèle, etc. Et qu'on s'est dit, bon, on parle avec nos actionnaires qui ont investi de l'argent et on se dit, voilà, ce qu'on a essayé, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne un peu, mais on pense qu'on va y arriver, mais il nous faut encore. Et on essaye de faire tourner le modèle financier aussi en se disant, concrètement, il nous faut injecter tant dans le business pour éventuellement arriver à ce point-là. Et donc, à un moment donné, on fait le ratio risque et on se dit, bon, on est aussi essoré émotionnellement, physiquement, etc. Parce que, 2 ans à tester, à se taper la tête dans les murs
pour voir, essayer de trouver vraiment le point d'achoppement qui va faire que le business explose. C'est compliqué, donc on a toutes ces discussions en bonne intelligence avec nos actionnaires. Et à un moment donné, quand on se dit, est-ce qu'on réinvestit dans la machine, mais on n'a pas suffisamment. Enfin, moi, je n'étais pas assez confortable de dire à mes actionnaires, réinvestissez tant, continuez à prendre du risque, alors que moi-même, je n'étais pas convaincue de pouvoir réussir avec cette somme-là, arriver au point d'équilibre en fait. Donc c'est là où il faut aussi rationaliser, même si c'est très difficile parce qu'on donne beaucoup de temps et d'énergie et c'est 5 ans de sa vie, corps et âme, avec une aventure incroyable, des gens et des rencontres, etc., qui nous ont portés. Mais donc c'est très difficile à prendre comme décision, mais on est quand même rattrapé par la réalité et c'est pour ça que aujourd'hui on raisonne vraiment en rentabilité et c'est beaucoup plus sain. Je trouve, parce qu'il y a eu une euphorie à un certain moment des startups où on se dit oh, génial, des licornes, tout le monde en parle et on regarde ça avec la réussite de certains entrepreneurs avec des étoiles dans les yeux, mais c'est des boîtes qui aujourd'hui ne sont pas rentables ou ont été artificiellement valorisées des fortunes, alors qu'on sait très bien que le modèle ne sera pas viable ou avant que les investisseurs puissent vendre ou récupérer leur mise sur une valorisation. Ça rappelle un peu la bulle des années 2000, pour ceux qui sont un peu plus âgés, et qui ont connu cette bulle-là, où effectivement, il y avait des boîtes qui ne faisaient pas du tout de bénéfices, qui étaient sur le papier très belles, qui étaient valorisées et même parfois introduites en bourse à des niveaux stratosphériques. Et ça a été un jeu de massacre. Il y a eu après l'éclatement de la bulle au début des années 2000. Et la fintech, le monde des fintech, a fait penser un petit peu à ça, quoi. Ouais. Et je suis assez d'accord, parce que après, où est la balance où on se dit, oui, Amazon a mis 20 ans avant de faire ses premiers bénéfices. Donc il y a ce côté où tout le monde pense que l'innovation va amener ce succès, un Airbnb, etc. Mais il y a une boîte comme Airbnb ou Amazon par décennie. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un instant de raison sur ces modèles où effectivement l'innovation parfois est extrêmement disruptive, comme OpenAI aujourd'hui, où il y a une adoption folle et des cas d'usage incroyables. Mais c'est vrai que je pense que le monde de l'investissement et cette bulle, il y a une responsabilité des fonds d'investissement en venture de regarder au cas par cas si le potentiel réel de la start-up, et je pense comme des modèles comme Luco, honnêtement, je ne vois pas comment, avec le modèle initial ou même la vision qu'ils ont portée, comment une boîte comme ça aurait pu valoir plus que 500 000. Enfin, là, les 500 millions sur la dernière levée de fonds qu'ils ont fait, avec une boîte qui faisait 4 millions de chiffre d'affaires à l'époque. Je me dis, donc il y a effectivement ce côté très innovant, disruptif, qui effectivement parfois peut faire la future licorne comme OpenAI. Enfin, je ne parle même plus de licorne à ce stade-là, mais donc tout dépend du stade d'innovation, vraiment du marché et de l'innovation portée par la start-up. Et c'est vrai que dans les fintech, il y a tellement de secteurs différents qu'il y en a qui sont plus faciles, entre guillemets, à anticiper sur la valorisation future. Et concernant Woomiz, du coup, tu as développé ta solution en France ou aussi à l'international? On a développé en France et à Londres. On était très ambitieux au début puisqu'on avait lancé directement le marché parisien et le marché londonien. Okay. Et en même temps. On prenait toutes les perches qui nous étaient tendues et on a eu une perche du Google Campus à l'époque basée à Londres et on s'est dit quoi de mieux que le marché anglo-saxon où on avait vécu, mon associé comme moi, quelques mois, où on se disait que le marché était beaucoup plus mature sur l'habitat partagé. Donc l'immobilier est tellement cher à Londres que 40% du parc locatif est en coloc. Donc contrairement à Paris où on est sur des ordres de grandeur de 7-8% du parc locatif. On s'est dit c'est un berceau fabuleux pour faire nos armes là-bas, pour aller apprendre d'un marché plus mature et apporter de l'innovation en France. Donc c'était un parti pris qui était vachement intéressant pour nous. On a appris beaucoup, effectivement,
à titre perso, mais qui était trop ambitieux, dans le sens où déjà lancer un marché sur un produit innovant et une application innovante, c'est mieux de concentrer ses forces sur un marché quand on est petit et qu'on est financé avec quelques centaines de milliers d'euros pour commencer, ce qui est déjà très bien, hein. Mais il vaut mieux concentrer ses forces sur un marché et voilà, faire ses preuves que de se dire, bon, je split les deux. Et voilà, aussi, l'aventure, on est resté 6 mois à Londres. On s'est vite rapatrié, on va dire, à Paris pour se concentrer sur la région d'abord parisienne. Et ensuite, on a déployé sur différentes villes en fonction de la demande qui était sur l'application dans une trentaine de grandes villes en France. Ouais. Ok. Donc le marché était plus facile en France que sur le marché londonien. Alors plus facile à gérer opérationnellement, évidemment, Ok. parce que on a eu la chance d'avoir une belle couverture médiatique et de gérer une communication assez active, faire beaucoup de partenariats avec des écoles, des partenariats avec des applications comme Lydia, qui étaient très présentes dans les écoles. Et donc notre stratégie, elle restait plutôt nationale, et donc on a pu bénéficier de cet effet de ricochet de notre communication nationale et de relais médias dans différentes villes. Donc effectivement, c'est plus simple à gérer quand on est une équipe de 5 on est monté à 35-40 personnes dans l'équipe. Et donc effectivement, d'avoir tout le monde au même endroit et de gérer une culture et différents partenaires qui étaient français, effectivement, c'était plus simple pour nous. Ok. Et du coup, tu as parlé de Blox aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette fintech? Finalement, les professionnels, les grands investisseurs immobiliers, beaucoup investissent en immobilier commercial, en murs de commerce, en hôtellerie, en entrepôt logistique, etc. Et il y a énormément d'avantages que je découvre à ce moment-là et donc qui m'exposent, notamment sur le bail commercial, le fait que le locataire gère tous les travaux, les charges, etc. Donc en fait, un investissement quelque part plus sécurisant que pour l'investisseur et plus stable, etc. Et je me dis, bon, c'est intéressant, d'autant plus que le commerce, c'est un lieu où finalement on ne pense pas investir, on consomme. On consomme, on a tous sa boulangerie au coin de sa rue, on connaît son commerçant de quartier, son restaurant préféré, etc. Et personne ne sait qu'on peut investir dans cet immobilier-là, dans des murs de commerce. Et moi, j'ai développé une affinité assez forte avec Woomise sur la communication et la construction de communautés en ligne. Et le fait d'amener des nouveaux sujets aux yeux du grand public en les présentant de manière un peu créative, un peu différente. Et c'est vrai que la thèse de permettre à des gens d'investir dans des lieux où ils consomment, l'idée est partie de là, de Blox, en se disant finalement, si on peut consommer dans des lieux de quartier, si on peut y investir aussi des 100 euros, parce que c'est la thèse de Blox, c'est de permettre à tout le monde de le faire et non pas un investisseur qui a les moyens d'investir dans des gros deals immobiliers, etc. Le concept, c'est vraiment de dire n'importe qui peut le faire en ligne en quelques clics et investir dans le restaurant du coin de sa rue avec, là on teste des choses, mais avec aussi le côté lien avec le commerçant, ou si on investit dans son restaurant de quartier, le but c'est aussi de pouvoir y consommer et d'avoir des avantages commerciaux. Typiquement son restaurateur qui nous fait 10% sur son menu et pouvoir y consommer avec, avec les co-investisseurs, puisque aujourd'hui on va sélectionner des commerces qu'on va proposer à l'investissement sur la plateforme, et que plutôt que d'avoir un investisseur propriétaire des murs, on va en avoir 2000, 3000, 4000 qui vont co-investir pour acheter les murs de ce commerce et en percevoir à la fois le rendement locatif, mais la plus-value aussi en cas de sortie. Ok, donc si je comprends bien, Blox permet aussi de démocratiser l'accès à l'investissement dans l'immobilier commercial. Ouais. Mais si je suis du coup investisseur, que je souhaite investir du coup dans cette solution-là, qu'est-ce que j'achète? J'achète des parts, j'achète des obligations? Alors, c'est là le sujet, effectivement, où on est une fintech aujourd'hui. Okay. Pourquoi? Parce qu'on émet des titres financiers. Aujourd'hui, on a créé un peu une innovation juridique qui a été validée par l'AMF, qui est le fait de pouvoir émettre des obligations. Donc, on émet des titres obligataires. On achète des murs via une foncière.
évidemment, l'indivision aujourd'hui, gérer 3000 personnes en indivision, ce n'était pas le schéma idéal. La SCI non plus, parce que peu de flexibilité et pas de liquidité, de revente, etc., un peu compliqué. Et donc, on a créé ce schéma qu'on a validé avec l'autorité des marchés financiers, d'investir via une foncière qui émet des obligations et d'indexer les obligations à la fois sur le revenu locatif, mais également sur la plus-value et la valeur de l'actif. Ok. Donc, ce qui n'est pas le cas du crowdfunding de dette aujourd'hui, classique, qui permet à des particuliers de prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers, par exemple, contre une rémunération, et pas de garantie sur l'actif. Nous, on a vraiment ce double intérêt financier qui est de percevoir à la fois les fruits de l'actif, mais aussi la plus-value en cas de revente, puisqu'on émet des obligations sur une durée de 6 à 10 ans selon les projets. Donc on est vraiment dans ce monde de l'investissement financier avec une fiscalité qui est liée aux produits financiers et non pas aux produits immobiliers. C'est pour ça aussi que c'est assez avantageux pour certains investisseurs qui sont déjà très investis en immobilier et qui on sort du domaine de l'IFI, on sort du domaine des revenus fonciers, etc. Donc on a pu agréger pas mal d'avantages en termes financiers sur un produit de placement en fait, qui est avec un sous-jacent immobilier, étonnamment, mais qui est un produit de placement financier. C'est vrai que dès qu'on parle d'investissement, surtout en France, c'est très réglementé, souvent contraignant. Tu évoquais l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Est-ce que ça fait de vous un organisme qui fait appel public à l'épargne? Est-ce que vous avez dû faire une demande d'agrément pour pouvoir développer cette activité? Exactement, on est en cours d'agrément. L'agrément qui s'appelle PSFP, donc de plateforme de financement participatif, de services participatifs. Et donc, là, on est en cours de discussion avec l'AMF et dans 3 à 4 mois, ça va durer un peu. On va dire que ça prend 8 à 12 mois d'avoir cet agrément aujourd'hui. Aujourd'hui, on opère sur un régime allégé qui s'appelle le régime 10, avec un visa AMF pour chaque émission obligataire qui nous permet de le faire jusqu'à 8 millions d'euros d'émissions par société. Dans l'attente de cet agrément, effectivement, on va devenir une plateforme réglementée d'appel public à l'épargne. Donc, moi, étant investisseur, j'achète une obligation. Mais si je décide de la vendre, il y a un marché secondaire où je peux la vendre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, pas encore. Tu crées notre appli. Ouais. Le but, c'est de développer justement, comme on a une plateforme qui est complètement digitale et le but, c'est de dire, voilà, vous pouvez investir en quelques clics, suivre votre investissement, percevoir, vous avez un portefeuille électronique, vous recevez tous les mois vos loyers dessus, soit vous les investissez, soit vous les capitalisez, etc. Enfin, vous pouvez les réinvestir dans d'autres projets ou les remettre sur votre compte en banque personnel. Donc le but, c'est vraiment de se créer des revenus passifs. Tous les mois, je perçois mes coupons, etc. Et effectivement, le but, c'est de permettre plus de liquidité, vu qu'on est en titre financier. C'est tout l'enjeu. Alors aujourd'hui, c'est un marché qui est assez naissant. Il y a d'autres acteurs qui commencent à réfléchir aux solutions de liquidité, soit communes, soit par plateforme, et à permettre la construction. Nous, on vise à 1 an la sortie du place de marché secondaire pour permettre aux particuliers de revendre leur part entre particuliers. Mais dans l'attente, effectivement, le but, c'est de pouvoir non pas bloquer l'investisseur, même si on se dit que l'investissement immobilier, ça reste du long terme, si on veut, puisqu'il y a des frais de notaire, etc. Donc, il faut absorber avant 2 ans. On ne sait pas si on ne conseille pas de sortir avant 2 ans. Mais néanmoins, on permet de le faire et de racheter les parts des investisseurs, nous, en tant que plateforme, avec au prix de marché. Il y a une expertise annuelle. Donc, voilà. Qui les rachète les parts? Puisqu'il n'y a pas de marché secondaire, c'est vous? Nous, ouais. Au prix il y a une expertise annuelle qui est effectuée par des experts indépendants pour valoriser, un peu comme les SCPI font aujourd'hui en fonds immobiliers. On valorise le prix des actifs et le prix de la part qui augmente chaque année en fonction de la valeur de l'actif. Donc finalement, même s'il n'y a pour l'instant pas de marché secondaire pour cette revente de titres entre particuliers, vous assurez cet intermédiaire? On assure la liquidité, sur la marge, avec un délai effectivement qu'on vise à 3 mois aujourd'hui, mais le but c'est de faciliter la revente de plus en plus rapide.
Et tu parlais tout à l'heure de sélection de biens. Sur quels critères tu te bases pour justement choisir ces opportunités-là et garantir une certaine rentabilité aux investisseurs? Alors ça, c'est tout le sujet et c'est pour ça que j'ai la chance d'être associée à Olivier Gérard notamment, qui est mon associé de 30 ans de mon aîné, voilà, et qui a 30 ans, enfin ouais, plus de 30 ans d'expérience dans le monde de l'immobilier commercial. Il a dirigé des grands groupes immobiliers comme Cushman Wakefield, CBRE. C'est une pointure dans son domaine. Et c'est là tout le sujet, ça a été de se dire, bon effectivement, on veut proposer des actifs de qualité. Quel est notre cahier des charges? Aujourd'hui, on a plusieurs critères de sélection. Évidemment, en commercial, le principal, c'est l'emplacement d'une boutique. Une boutique bien placée, c'est une boutique déjà où on va avoir un locataire qui va rester longtemps. En général, de toute façon, les beaux commerciaux sont plus longs. Mais dans le cas où le locataire ne resterait pas, on sait qu'on va la relouer et que la vacance locative sera très faible. Donc il y a évidemment l'emplacement, le niveau de loyer, est-ce qu'il est équilibré par rapport au prix du marché. Il y a la qualité du locataire, évidemment, de l'activité, le dynamisme du quartier, donc l'emplacement, et cette notion de rentabilité que tu évoquais, qui effectivement, on va nous cibler des placements plutôt patrimoniaux. On va proposer entre 5,5 et 7-8% de rendement net servi à l'investisseur sur le rendement locatif. Donc on va cibler à peu près cette cible de rendement-là. Et puis après, on regarde les dossiers de manière opportuniste. On va développer pas mal de choses. J'ai la chance d'avoir avec moi dans mes investisseurs aussi actionnaires et des gens qui rentrent au capital, des grands professionnels et des grands noms de l'immobilier. Donc on va proposer des co-investissements aussi à leur côté, créer un club d'investissement pour permettre aussi à des particuliers d'accéder à des... Tout l'enjeu, c'est de donner l'accès à des deals immobiliers dans lesquels normalement les particuliers n'ont pas accès parce que c'est un monde très opaque. Très opaque. C'est un monde très professionnel, l'immobilier commercial. Et donc, le but, c'est de faire un pont et de dire, si les grands investisseurs immobiliers, les bons investisseurs, etc., ont accès à ça, et que nous, on les a en plus au capital et qu'on a toute cette expertise-là, on le met au profit et on ouvre ça au grand public parce qu'il n'y a pas de raison que des particuliers n'aient pas accès non plus à cette classe d'actifs. Donc c'est un peu toute la mission qu'on s'est fixée en se disant comment on fait pour à la fois trouver des actifs qui normalement sont réservés aux grandes fortunes ou aux investisseurs professionnels et on donne accès à ça. C'est comme ça qu'on se différencie aussi des autres. Ok. Non, je t'en prie. Alors du coup, qu'est-ce qui donne nous un peu envie là? Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui dans l'immobilier commercial? J'ai investi dans un coiffeur, un restaurant. Qu'est-ce qui rapporte Alors, c'est des marchés aussi. Tout dépend. Moi, j'en apprends tous les jours, je vais dire, sur ce marché. C'est vrai qu'il y a l'industrie, je dirais, les commerces de proximité alimentaire, type boulangerie, type fromagerie, etc. Enfin, tous les commerces qui composent la vie du quotidien sont en plein essor dans les vies de quartier. Bon, après, tout dépend des quartiers à Paris, etc. ou dans d'autres villes, mais je dirais les commerces alimentaires sont un peu une valeur sûre. Le vestimentaire, on voit que c'est un peu plus compliqué avec l'essor du e-commerce et en ligne, etc. Il y a plus de turnover aussi dans les locataires. L'hôtellerie, c'est un monde qui est très très peu connu du grand public, que je découvre aussi par le biais de mes investisseurs qui offrent souvent des rentabilités assez impressionnantes et des TRI assez fous. Et en termes de sécurité aussi, il y a toutes ces notions de fonds de commerce, etc., qui sont passionnantes. Donc, quand on a accès à ces deals hôteliers, je dirais que moi, je trouve que c'est vraiment un actif patrimonial et d'investissement très intéressant. Il y a une grande richesse, je dirais, dans l'immobilier commercial. On est vraiment en phase de démarrage, donc on étudie beaucoup de choses. Et je pense que le fait d'avoir mes associés va beaucoup m'aider aussi et va beaucoup nous aider dans le développement
futur, puisque là, on est vraiment au balbutiement de Blocks, hein. On a lancé un projet, ensuite, comme je vous le disais, les aléas de l'entrepreneuriat, on a eu un sujet avec un de nos associés qui est sorti du capital maintenant, et donc on relance la machine au mois de mars avec des nouveaux actifs. Donc un monde à explorer encore. Donc, je vous invite à aller voir et vous inscrire sur la newsletter de Blocks pour nous suivre. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'actifs différents. Justement, c'est tout l'intérêt de pouvoir diversifier sur différentes géographies, c'est un investissement qui est éclairé, mais à la fois qui peut convenir à toutes les bourses, à toute stratégie d'investissement. Et donc, on se dit, je peux commencer avec 100 € par mois à investir dans les commerces qui me plaisent. Et derrière, j'ai des investisseurs qui ont mis des tickets moyens de 1000, 5000, 10 000 €, parfois plus. Et donc, l'avantage d'un investissement en immobilier fractionné, c'est justement de permettre à tout le monde de commencer à se constituer progressivement un portefeuille diversifié en immobilier. Mais il faut un certain pourcentage d'investissement pour avoir le bien ou... Alors, c'est très simple. Le bien va être divisé, si tu veux, en obligations de 1 € de valeur nominale. Okay. Et par exemple, un actif qu'on va proposer, par exemple, à 600 000 € d'acquisition, on a 600 000 parts d'1 €. Et en fonction de la demande de nos investisseurs, il y en a qui vont investir 150 €, d'autres 10 000, etc. Et on remplit le réservoir comme ça. Ok, donc là, c'est le début de Blocks. Ouais. Comment tu vois du coup l'évolution de la FinTech d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il y aura de nouvelles features que vous allez ajouter dans la plateforme ou de nouveaux biens? Quelle est la stratégie pour les années futures? Oui, nous, on place la tech et l'expérience utilisateur vraiment quand même au centre. Le but, c'est de faciliter. Évidemment, il y a un enjeu d'éducation financière qui est important, de manière à ce que les gens puissent comprendre. Et souvent, on se dit on est assez loin de ces investissements. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception d'ancienne banquière aussi. On se dit l'investissement, mon banquier il me dit de mettre sur tel produit, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, je lui fais confiance. Et je trouve qu'il y a un changement de paradigme un peu dans les jeunes générations où on a plus envie de comprendre dans quoi on met notre argent. Là, c'est un investissement qui est très concret, l'immobilier, même s'il est financier. Et donc, effectivement, il y a plusieurs fonctionnalités. Notre but, c'est de faciliter, de fluidifier au maximum cette notion d'investir en quelques clics. Tout est digitalisé, la signature du contrat, évidemment, le portefeuille électronique, le fait de pouvoir... on va intégrer des notions de réinvestissement automatique, des notions... on va tester des choses avec l'intelligence artificielle pour aiguiller l'investisseur en fonction de son profil sur quel type d'investissement lui correspond le mieux. Il y a toutes ces notions-là qui vont venir enrichir, je pense, le parcours d'investissement. Ouais. Alors, toutes les étapes que tu décris là, c'est très prometteur. On le sait, j'aimerais faire un parallèle avec le contexte économique actuel, puisque parler des banques, depuis quelques années, les taux d'intérêt ont énormément monté. On sait que les fintechs sont très consommatrices de fonds propres. Est-ce que ça vous a, exactement, est-ce que ça vous a fait mal? Est-ce que le contexte actuel il est hyper pénalisant pour vous? Comment vous vous en démarquez? Comment vous faites pour financer votre croissance et votre besoin permanent en fonds propres dans le contexte actuel? Alors notre besoin de fonds propres, effectivement, ça a été un sujet puisqu'on a levé, on a levé un peu d'argent en amorçage avec des investisseurs qu'on appelle business angels, qui sont souvent des entrepreneurs du monde immobilier, du monde de la tech, etc., qui nous accompagnent. J'avais eu la chance d'avoir de faire des rencontres fabuleuses aussi dans ma première aventure, dont certains ont perdu de l'argent et quand même ont investi. Donc souvent, il y a ce truc de l'échec aussi en France où on se dit, une société qui a été en échec, derrière, on a toujours cette perception un peu négative en France qui est complètement opposée dans les pays anglo-saxons, où on se dit finalement un entrepreneur qui a raté, c'est un entrepreneur quelque part qui a
fait sa graduation aux États-Unis, c'est un peu son diplôme baptême du feu. Et c'est vrai qu'on est resté dans cette dynamique. J'ai eu la chance voilà, d'avoir des investisseurs qui eux-mêmes avaient planté plusieurs boîtes avant, qui m'ont remis dans les chemins, dans la bonne motivation et la bonne énergie pour me relancer dans une deuxième aventure et qui m'ont refait confiance avec mon équipe. Donc nous, on a eu cette chance voilà, d'avoir un bon réseau de business angels et de fonds qui nous accompagnent. Effectivement, l'objectif premier aujourd'hui, c'est effectivement la rentabilité. Et contrairement à la grande époque, l'euphorie startup, où on pouvait se permettre de se dire la rentabilité, j'attends 3, 4 ans, 5 ans et plus avant de l'atteindre. Là, on est sur des périodes où on se dit non, la première année, on va essayer d'atteindre évidemment, parce qu'on est. Alors, le modèle structurellement est rentable, puisqu'on a un business model, mais on a besoin d'investir évidemment dans la plateforme, dans le marketing pour se faire connaître. Et donc, on essaye d'avoir cette notion de ROI où chaque euro dépensé aujourd'hui doit générer de l'argent et on doit maîtriser nos coûts d'acquisition, maîtriser nos chiffres, etc., de manière à pouvoir ne pas se retrouver en dépendance financière, puisqu'on sait que justement l'argent est plus difficile aujourd'hui à lever. Et de toutes les manières, moi j'ai une conviction que les modèles ne sont pas sains tant qu'ils n'ont pas été éprouvés sur leur rentabilité. Et ça, c'est mes blessures et mes cicatrices, je dirais, de la première boîte, où effectivement la dépendance au financement externe est très difficile pour un entrepreneur. C'est vrai qu'il faut avoir, quitte à aller moins vite dès le départ, et je pense que ça c'est important, cette notion de vitesse, où on a toujours l'impression que tout va plus vite chez les autres. Mais je pense qu'il faut accepter de faire les choses plus artisanalement, entre guillemets, pour tester son produit, son marché, etc. Et d'avoir, avant d'éprouver quelques cas d'usage réellement à succès, pouvoir accélérer avec des bases plus saines et des appuis solides. Mais alors, toi, tu en es déjà à ta deuxième fintech. Est-ce qu'avec le recul que tu as, tu te dis, bon, finalement, il y a eu un écrémage plutôt sain des fintechs parce qu'on s'enflammait un peu, il y a eu une bulle autour de ça. Est-ce que en fait, les fintechs sont arrivés à maturité ou est-ce qu'au contraire, tu crois que non, c'est pas du tout une bulle, on est au début d'un macro-cycle qui va durer des années pour les fintechs? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sujets traités par des fintechs différents, et évidemment selon le secteur et la spécialité. Alors, je pense que l'accès au financement et les financements alternatifs, c'est une thématique, je pense, qui va énormément se développer dans les années à venir. De par la difficulté, et pour les entrepreneurs et pour les sociétés, etc., de se financer auprès des banques traditionnelles. C'est vrai que les financements sont plus difficiles à obtenir, etc. Et donc, les modes de financement alternatifs en ligne, type crowdfunding, etc., vont se développer, je pense, de manière assez puissante dans les années à venir. Je pense qu'il y a ces aspects opérationnels, d'efficacité, d'efficience sur les outils type comptable, donc vraiment pour optimiser les process financiers, comptables, gestion de l'entreprise. Donc c'est type, je pensais à Penny Lane, je pensais à Conto, des outils qui sont extrêmement puissants pour les entrepreneurs aujourd'hui pour leur permettre de gagner en efficacité. Je pense que là, ils ont vraiment beaucoup d'avance sur les banques traditionnelles. C'est un gros challenge, je pense, à mon sens, pour les banques et au niveau corpo, sur le développement des nouvelles sociétés, et au niveau de l'investissement des particuliers. Et je pense qu'effectivement, des sociétés comme Revolut, aujourd'hui les fintech bancaires, alors je ne dis pas qu'il y en aura 10 parce que le marché est quand même concentré et qu'ils ont beaucoup d'avance, etc. Mais il y a beaucoup d'innovations encore à apporter sur ce segment-là, et je pense que c'est un vrai challenge pour les banques traditionnelles d'arriver à s'aligner avec le langage et les besoins des jeunes générations aujourd'hui.
il y a un certain décalage encore qui a du mal à être. C'est aussi pour ça que vous existez, vous en tant que société, c'est pour les accompagner, je pense, sur ces aspects-là. Parce que effectivement, les générations, voilà, des trentenaires, et je ne parle même pas des générations TikTok, ont des usages qui sont radicalement différents, des besoins et des attentes radicalement différentes en termes de digital. Et il faut, on est dans une société où, voilà, où tout le monde attend une efficacité dans la seconde. Voilà, on n'est plus à la signature papier, heureusement. Mais c'est vrai que moi, à l'époque de Natixis, on était encore à faire des ouvertures de compte encore en 2017 en version papier, quoi. Donc on revient de loin. C'est vrai que ces dernières années, je trouve que c'est assez intéressant. Les banques ont commencé leur mue et leur transformation. Et il y a encore énormément de sujets, à mon avis, à aller chercher du côté des fintechs. Pourquoi pas des rachats, vu qu'il y a les Shine, la Banque Postale, etc. Enfin, c'est la Banque Postale, ouais, il me semble, qui les a rachetés. Donc pourquoi pas aller travailler main dans la main entre les banques et les startups. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Le langage n'est pas tout à fait le même et les structures ne sont pas tout à fait compatibles parfois. Mais la culture est très différente. Mais je pense qu'il faudrait vraiment aller allier les forces parce qu'effectivement, tu parlais de l'accès aux fonds propres. Souvent, il y a énormément de startups avec des super bonnes idées, mais pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de... Alors qu'il y a un réservoir d'intelligence et de financement, etc., du côté des banques. Voilà, je pense qu'il y a des ponts à créer encore plus forts là, entre les startups et les grands groupes. Ouais. Okay. Et l'IA, du coup, a révolutionné pas mal de secteurs. Donc, dans notre cas, le secteur de la finance et de l'immobilier. Est-ce que toi, dans ton activité quotidienne, tu utilises l'IA et si oui, pour quel objectif? Alors, l'intelligence artificielle, ouais, comme tout le monde, hein, je me suis mis à ChatGPT. On est en train de créer notre blog GPT, parce que maintenant, GPT permet de créer, GPT-4 permet de créer ses propres GPT, de les enrichir avec sa base de données, donc typiquement sur l'immobilier commercial. On a la traditionnelle foire aux questions avec tous les sujets qu'on enrichit sur l'immobilier commercial, l'investissement en immobilier, etc. Et donc on crée notre propre robot sur ChatGPT qui sera BlockGPT pour permettre aussi d'enrichir la connaissance et de former, créer plus d'éducation aussi pour notre communauté d'investisseurs. Donc il y a ça, c'est anecdotique. C'est une chose parmi d'autres. Je pense qu'au niveau quotidien, nous, de productivité, les outils de productivité qu'on utilise, l'IA est en train effectivement de transformer l'efficacité et la productivité de tout ce qu'on peut faire. Avant, quand on avait, je vais caricaturer, mais 2 stagiaires qui écrivent 10 articles de blog par semaine pour faire du référencement sur Google. Aujourd'hui, en 1 heure, voilà, on a automatisé énormément de choses aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps sur les tâches assez basiques ou même les tâches de prospection, etc. Enfin, il y a un monde assez incroyable avec les automatisations en marketing qu'on peut utiliser au quotidien, qui permettent de propulser le business, qui permettent de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, en termes opérationnels, je pense que l'IA va vraiment transformer la manière dont les entrepreneurs travaillent. Et en termes de business, il y a des applications encore à explorer énormément en termes d'expérience utilisateur pour mieux comprendre et personnaliser en fait l'expérience d'investissement en se disant si on est mieux capable de comprendre qui est le client, quelles sont ses attentes derrière, on est capable de recommander des meilleurs investissements, des meilleures stratégies, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses petit à petit qu'on envisage, qu'on va mettre en place. Ouais. Donc pour toi, c'est une vraie valeur ajoutée l'IA. Tu ne dis pas, de ton point de vue intérieur, entrepreneurial, tu ne dis pas, ça y est, c'est une nouvelle bulle, aujourd'hui tout le monde parle que de ça. On voit déjà des niveaux de valorisation en bourse pour certaines boîtes qui sont stratosphériques en rapport à l'IA. Et beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est pas le prochain mur qu'on va se prendre? Alors tu as complètement raison. Je pense qu'il y a beaucoup de... parfois c'est pas raisonné. On en fait beaucoup pour pas grand-chose, hein, parfois. Je suis d'accord complètement avec toi.
Je pense qu'il y a des applications, il y a des choses très intéressantes et très efficaces objectivement. Maintenant, est-ce que ça vaut 100 millions d'euros sur la startup qui va révolutionner je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui sont assez proches les unes des autres. Il y a beaucoup de hype autour de ça, complètement. Comme chaque bulle à chaque fois. On a eu la bulle blockchain aussi à un moment, il y a 2 ans. Plus personne, voilà, je suis assez convaincue de certaines applications de la blockchain pour certains usages, encore une fois, mais très précis. Mais à l'époque, voilà, il y a eu cette bulle blockchain, crypto c'est différent, mais donc effectivement, il y a, je pense, 90% des sociétés, des startups qui veulent suivre la hype et se profiter de cette hype-là pour lever des fonds à des valorisations débiles. Néanmoins, est-ce que ça en fait une technologie pas utile et pas vraiment game changer pour nous? Non. Je pense qu'il y a une réelle utilité pour énormément de cas d'usage. Après, effectivement, comment à quelle valeur, à juste titre. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est le ROI, voilà. Combien ça me coûte et Exactement. combien ça va me rapporter. Quoi. Exactement, et d'autant plus qu'il ne faut pas se dire on peut tout automatiser dans la vie, et d'autant plus sur des métiers d'investissement, etc., le rôle de l'humain reste prépondérant. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une lubie de dire on va tout, l'IA va transformer le monde, retirer tous les emplois, etc. Non, il faut juste qu'on apprenne à travailler avec des meilleurs outils de productivité. C'est vrai que ça apporte plus de productivité, mais l'humain reste irremplaçable. Et je pense que dans de nombreuses industries, on ne peut pas se passer de l'humain, que ce soit dans une plateforme 100% automatisée où il y a zéro contact et que des chatbots. À un moment donné, je ne vois pas comment le particulier aujourd'hui peut faire confiance à ce type de service. Je pense que le rôle du conseil humain, il restera ad vitam, en tout cas, il ne sera jamais remplacé par l'IA. Ok. C'est mon point de vue. Hein. J'ai pas envie qu'on soit dans un monde comme ça. Donc, Dernière question, Lorraine. Quel conseil tu donnerais du coup à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y en a combien parmi vous? Un seulement? 2, 3? Ah, quand même. Donc, je vous dirais de vous écouter. Je pense que, effectivement, ce que je disais, c'est faut pas se réveiller un matin 20 ans plus tard en se disant j'aurais aimé faire ça et je le regrette. Je pense qu'il n'y a rien à perdre à essayer et même si on peut essayer de se prendre un petit parachute et se dire je me laisse quelques mois pour le faire. En tout cas, je pense que quand on a vraiment une intuition et une envie, il faut arriver à se dire que rien n'est grave sauf la mort. Mais on se relève de tout sauf de la mort. Mais donc, il faut s'écouter. Et je pense que c'est hyper intéressant comme cheminement. C'est passionnant. C'est pas facile. Clairement, c'est sûr que je vois mes amis qui sont encore très bien en banque, etc., et qui sont très épanouis dans ce qu'ils font. Moi, je sais que c'était pas ma voie. Donc, si vous pensez que votre voie, c'est d'aller explorer ailleurs, rien n'est jamais définitif. On peut toujours revenir là où on était. C'est vraiment pas impossible. J'aurais pu retourner avec mon ancienne équipe, je les adore, je les vois toujours. Ma voie a été de continuer dans un autre chemin et un autre projet parce que j'aime ça et que je suis assez passionnée et assez aventurière. Mais il n'y a pas de... c'est pas un chemin sans retour possible. Il y a toujours des rebonds et au contraire, c'est un chemin qui permet, je pense, de grandir et de rebondir toujours sur autre chose. C'est très valorisant, je pense, dans tous les cas sur un CV, que de se dire, j'ai voulu lancer mon projet. Et évidemment, on se souhaite tous que ça marche, donc on y croit, sinon on ne le ferait pas. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire que c'est pas parce que... si on a envie de le faire, je pense que la principale
le principal conseil, c'est d'y aller, de bien s'entourer. C'est important d'avoir des bons soutiens et de pouvoir parler de son projet, de ses états d'âme, voilà, ses potes et aussi des mentors. Enfin, franchement, il faut rencontrer d'autres entrepreneurs. Moi, j'ai été vachement inspirée et j'ai eu la chance de rencontrer les premiers entrepreneurs qui étaient mes clients. J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui s'appelle Jérôme Chabin, qui est un entrepreneur hors pair, qui a monté aujourd'hui un groupe qui s'appelle IAD, qui est ce qu'on appelle une licorne aujourd'hui, une boîte qui vaut plus d'1 milliard et qui a un parcours. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui n'a même pas fait d'études, etc. Donc il a un parcours vraiment très inspirant. Et je pense que c'est important de rencontrer des gens et des entrepreneurs qui vous inspirent, d'aller à des rencontres si c'est vraiment. Si vous avez un projet entrepreneurial, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de l'autre, à parler sur LinkedIn. Moi, mon canal, c'est LinkedIn. Donc, même quand j'ai fait ma levée de fonds, j'ai dû me prendre, je sais pas, contacter peut-être 200 personnes, 200 investisseurs. 150 qui m'ont dit non, merci. 50 qui m'ont répondu, 20 que j'ai pu rencontrer, et puis un qui a investi. Donc, faut pas, faut pas avoir peur de se prendre des bâches. Mais en tout cas, je pense que voilà, si on est, voilà, si on a envie de suivre sa voie, je pense que ce serait trop bête de le regretter de ne pas le faire, quoi. Mais aller à la rencontre d'autres personnes qui vont pouvoir vous aiguiller à la fois dans votre écosystème, enfin dans ce que vous voulez faire, et confronter votre idée. Toujours, faut pas avoir peur de partager son idée. Ça, c'est toujours le truc de l'entrepreneur, de se dire on va me piquer mon idée, mais non. C'est parce que c'est tellement dur l'idéation d'un projet est difficile et de toutes les manières, ce qui fait le succès d'un projet, c'est son exécution, c'est pas l'idée. Donc il faut justement, ce qui enrichit un entrepreneur, c'est de se confronter, de se challenger en permanence. Et donc il ne faut pas avoir peur de gens qui vous challengent. Et voilà, il faut se faire confiance. Bien, merci beaucoup Lorraine. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une question par rapport au modèle de financement. À l'heure actuelle, donc, de ce que j'ai compris sur Blox, vous êtes le pourvoyeur de liquidités en dernier ressort. Quand les parts sont revendues, c'est vous qui vous mettez en face. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, s'il y a une spéculation excessive sur l'immobilier, ou même s'il y a un crash, qu'il y ait un effet ciseau sur la liquidité que vous mettez en face des projets? Alors, c'est une bonne question. Alors, historiquement, l'immobilier commercial, c'est un marché qui est quand même très stable. Tu vois, sur 20 ans, un TRI à 17,5%. Enfin, on voit que la valeur d'un actif commercial, elle est très liée au loyer et donc au locataire, l'emplacement, etc. Mais plus que dans l'immobilier résidentiel où on est pris au mètre carré, etc. Donc il y a une certaine forme de stabilité sur le marché de l'immobilier commercial qu'on connaît bien, qu'on maîtrise, enfin que mon associé en tout cas maîtrise bien, donc on a cette expertise-là. Mais sur la liquidité, tu vois, on a, évidemment tu as toujours un risque, mais les biens sont expertisés chaque année par des experts indépendants. Donc on suit ce cours-là, évidemment, quand on achète un actif, on va s'assurer de l'historique, de l'évolution des prix, même si elle ne préjuge pas des performances futures, mais on s'assure quand même d'avoir une certaine connaissance du marché dans lequel on investit, et pour éviter évidemment d'avoir des mauvaises surprises. Mais nous, on est sur un investissement long terme et qui est lié au fait que le local soit loué et à la pérennité du bail commercial. Donc si tu veux, le prix, il n'est pas tellement impacté du local, vu qu'on est sur des investissements où, dans tous les cas, on a un bail commercial de 9 ans. Quand on a un bon emplacement, etc., il y a toujours besoin de commerce.
Et d'ailleurs, le locataire, la première chose qu'il fait, un commerçant, c'est payer son loyer, qui représente en général entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur de fonds de commerce qui est un peu sa retraite, quelque part. Et donc, s'il perd le bail commercial est un bail professionnel, contrairement au résidentiel, quand un locataire ne paye pas son loyer, c'est compliqué de sortir un locataire, surtout en France. Ce n'est pas le cas en commercial. Donc, si le locataire ne paye pas son loyer en bail commercial, on a en moyenne 2-3 mois pour qu'il soit expulsé, le remplacer, etc. Donc, si tu veux, il y a quand même beaucoup de sécurité sur le bail commercial qui permettent d'avoir quand même une certaine visibilité, tranquillité d'esprit sur les prix du marché à la hausse ou à la baisse, quoi. J'aurais deux petites questions. Par rapport au loyer, est-ce que vous utilisez des assurances de loyer impayé, par exemple? Non. Pour le moment, non, parce que ça impacte trop la rentabilité. Enfin, tu vois, là, pour le moment, on va cibler des actifs dans lesquels on a l'historique. On n'achète que des murs de commerce déjà loués, occupés. On essaye de s'assurer qu'il y a déjà au moins une triennale du bail, au moins 3 ans de loyer payé régulièrement, etc., par le locataire. Donc justement, aujourd'hui, on ne le fait pas, on ne s'interdit pas de le faire, mais on va quand même aller sécuriser plutôt sur des actifs qui sont loués déjà depuis longtemps, de manière à se dire que le risque, tu vois, d'impayé est faible. Mais c'est vrai que ça coûte cher en termes de rentabilité, ça impacte pas mal si on va chercher des garanties, de loyer impayé. Mais on ne s'interdit pas de le faire s'il y a un peu plus de risque sur un actif qu'on proposera. La deuxième question, c'est par rapport au type de financement des investisseurs. Ils financent ça plutôt en fonds propres ou bien il y a des crédits immobiliers comme parce que pour les SCPI par exemple, désormais on peut faire les crédits pour acheter des parts des SCPI. Est-ce que dans ce cadre-là, c'est possible ou pas? C'est une question qu'on est en train d'étudier. Pour le moment, c'est 100% en fonds propres. On ne fait pas de levier bancaire sur nos investissements. On est dans un environnement de taux assez élevé, etc. Pour nos prochaines acquisitions, on va effectivement, on discute avec des banques effectivement pour leverager une partie des investissements avec du levier bancaire et permettre éventuellement aussi des solutions de financement pour les investisseurs qui veulent investir. Mais pour le moment, les banques en collatéral, prendre des obligations immobilières, c'est encore pas tout à fait dans les usages, quoi. Donc pour le moment, on ne peut pas vraiment le faire. Encore sur les CPI, c'est une classe d'actifs mieux connue, mieux maîtrisée des banques. Autant sur l'obligataire immobilier, pour le moment, on va le tester avec nos partenaires bancaires. On va voir. Vous avez parlé tout à l'heure de marché secondaire que vous cherchiez. Est-ce que vous avez pensé à tokeniser vos actifs? Ouais, la thèse de départ, c'était de le faire sur la blockchain. On s'est dit, c'est génial la blockchain, on peut tokeniser les actifs immobiliers et puis ça aidera le marché secondaire parce que ça crée de la liquidité, etc. pour tout un tas de raisons. Et finalement, on a fait machine arrière pour plusieurs raisons réglementaires, compliquées vis-à-vis de l'AMF, etc. On a préféré avoir une solution assez clean parce que les solutions de tokenisation aujourd'hui, il commence à y avoir de la réglementation là-dessus, mais ce n'est pas encore tout à fait les normes, on va dire. Et deuxièmement, surtout parce qu'on allait cibler un public plutôt non averti, ou averti, mais les particuliers aujourd'hui n'ont pas une certaine appréhension quand ils entendent le mot blockchain. Déjà, ils font la confusion avec des cryptos. Je trouve qu'il y a une maturité encore du grand public qui est très très faible par rapport à ces notions de tokenisation. Donc on s'est dit, pour aller aujourd'hui créer une solution de confiance pour le grand public et faire de l'investissement immobilier, si on parle de blockchain, on a déjà perdu tout le monde, quoi. Et donc pour ces raisons-là et raisons
opérationnelle, de mise en place, etc. Il y a très peu de solutions aujourd'hui qui permettent vraiment de tokeniser. On aurait pu tokeniser on avait regardé en security token, de placer les obligations. Donc, vu qu'on est sur un titre obligataire, on pourrait passer ces obligations-là en security token de manière à permettre un marché secondaire plus fluide, etc. On ne se ferme pas la porte, mais aujourd'hui, c'est un peu tôt, je pense, pour expliquer ça aux gens, parce que c'est quand même une notion qui est assez compliquée à comprendre pour le grand public. Et du coup, comment vous vous différenciez d'un REIT ou d'un REOC De marché de fonds de real estate operating company, par exemple, Ouais. qui permettent ce genre d'investissement? Alors, ouais, en fait, c'est pas qu'on se dit, on n'est pas vraiment concurrent, c'est un peu de te dire, je dirais, SCPI et immobilier fractionné, c'est un peu comme se dire, est-ce que tu préfères aller à l'hôtel ou dans une résidence, dans une villa avec du personnel. C'est deux choses différentes par affinité, etc., qui ne sont pas tu peux faire l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, si tu peux le faire. Je pense que dans une stratégie diversifiée d'investissement, tu peux faire les deux. L'immobilier fractionné, tu es quand même plus proche de ce que tu fais les choix éclairés, parce que tu sais que l'actif, il est identifié dans lequel tu investis. Alors évidemment, tu peux te créer ton propre portefeuille et créer ta propre SCPI quelque part, ou te dire, finalement, cet actif-là, le problème d'un SCPI ou d'un fonds, c'est que tu dépends aussi de la stratégie du gérant, il y a beaucoup de frais, c'est souvent opaque, tu ne sais pas trop dans quoi tu investis. Et donc, tu prends t'exposer un peu à la stratégie. Maintenant, effectivement, les deux ne sont pas concurrentes, je dirais. Je veux dire que c'est une question de philosophie d'investisseur, de dire, je sais que là, j'ai un actif qui est très identifié, je connais ce quartier-là, je sais que l'emplacement, il est sympa, que c'est... Voilà, donc tu prends des parts dans un actif qui est plus identifié et tu peux te créer toi-même ta stratégie, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me demandais s'il y avait l'intention de se développer à l'étranger. Ouais. Alors là, on est en cours d'agrément AMF, justement, cet agrément PSFP, il nous permet d'aller opérer partout en Europe, dans l'Union européenne. Et le but, alors évidemment, on apprend de ses erreurs passées, il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais on vise effectivement différents marchés comme l'Espagne, le Portugal, etc., à horizon, je ne veux pas trop avancer, mais pas cette année en tout cas. Mais effectivement, on a l'agrément qui nous permettra de le faire. Et ça reste un monde d'investissement en ligne où le digital, c'est la beauté du digital, c'est de répliquer des stratégies et de pouvoir se faire connaître, pouvoir proposer des investissements sur d'autres marchés aux investisseurs français et qui suivent la même fiscalité, la même réglementation. Et donc après, évidemment, on a des ambitions de développement à l'international. Complètement, ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut monter du coup à la cafétéria au restaurant Métis pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Lorraine Denet. J'espère que vous n'avez pas trop endormi. Merci Il est beaucoup. tard.